L'actu du web, du digital, de l'IA et de la tech de ce joyeux mercredi 26 novembre 2025, c'est maintenant. Plein de dingueries ces derniers jours. En ce moment, il ne faut pas cligner des yeux dans le monde de l'IA parce qu'on loupe des tas de choses. Heureusement, vous êtes sur Renaud Décode pour ne rien louper de tout ça et profiter de toutes les opportunités de ce monde de fifou. Assurez-vous d'être bien abonné à cette chaîne, d'activer la petite cloche pour ne rien louper de ce qu'on peut vous partager. Et aujourd'hui, il y a du lourd à partager. C'est parti pour la revue d'actu de ce jour. Avec le petit oublié de ces dernières semaines, j'ai nommé Anthropic, parce que vous avez suivi le truc sur Renaud Décode entre autres. Nous avions des nouveaux modèles de chez OpenAI et ChatGPT. On a eu ensuite le boom de Google qui nous a sorti son Gemini 3 absolument performant, intelligent et qui reprend le lead. Et puis ChatGPT qui a ressorti des trucs, notamment sur Codex Max, c'est-à-dire des modèles qui sont particulièrement balèzes en code. Là où Gemini 3 avait pris le lead en code, GPT Codex Max est revenu prendre le lead. Et il y en a un qu'on a oublié, celui qu'on aime depuis quelques temps maintenant, qui est particulièrement performant en code, c'est Claude. Claude de chez Anthropic. Alors lui, il est super calé, il sait faire du code, il réfléchit bien, il est professionnel, il est agentique, il sait faire des trucs, des démarches assez longues, ne pas se paumer dans des contextes trop larges. Claude était notre compagnon idéal pour faire du code. Nous qui codons, moi je code un peu, beaucoup passionnément. Mais alors Claude, on l'a enterré derrière ces géants? Mais pas du tout. C'est la revanche. La revanche avec Claude Opus 4.5. Ça y est, il est sorti et il est disponible du côté de chez Anthropic. Ce Claude Opus 4.5, alors pour vous refaire un petit peu, non, je vous refais pas l'historique, mais en gros, ils nous ont sorti les différents modèles de Claude. Tous les mois, il y a un nouveau modèle. C'est assez dingo ce truc-là. Il y avait Sonnet 4.5. Donc Sonnet, c'est le modèle classique de référence, on va dire. Sonnet 4.5, c'était c'était fin septembre. Voilà, fin septembre. Ensuite, il y a eu Haiku, le petit modèle super performant. Haiku 4.5, c'était en octobre. Là, on est en novembre. On se retrouve avec Opus 4.5 et Opus, c'est le costaud de la bande. Pourquoi costaud ? Parce qu'il est particulièrement, c'est le flagship, le modèle de référence de chez Anthropic maintenant. Il est sorti hier. Il faut aller le tester, surtout si vous faites du code, parce que ce modèle-là, il a des capacités à bien se retrouver dans le contexte, à pas avoir d'incohérence, c'est crucial quand on fait du code, à bien savoir compiler des choses, à refactoriser comme on veut, à être agentique, à pouvoir être connecté à des outils, avoir des logiques de réflexion qui sont particulièrement sérieuses, bien ficelées, bien suivies, avec des petites tâches, des petites to-do list qu'on se met, puis après je suis les to-do list, et s'il y a un mouvement, blablabla. Bref, il y a vraiment une puissance de travail, une capacité de bien travailler qui est absolument balèze. Et là, les benchmarks nous en mettent plein la vue. Alors, vous le savez, les benchmarks, je suis pas forcément toujours fan, parce que c'est le ressenti qui compte. Les benchmarks, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Ouais, sauf que là, les amis, il plie le game celui-là. Alors méfiez-vous, on a enlevé le bas de la courbe, il n'y a pas de différence aussi énorme, on fait comme ça à la télé, on fait comme ça aussi chez Anthropic, mais vous le voyez, on avait le Sonnet 4.5 qui était un des leaders, il y a Gemini 3 Pro qui est arrivé et hop, il est presque au niveau, on se dit c'est bluffant, il y a GPT 5.1 Codex Max dont je vous ai parlé qui est repassé devant, on s'est dit aïe, et voilà où se trouve aujourd'hui Opus 4.5 dans ce benchmark qui vise justement à regarder tout ce qui est compute, tout ce qui est capacité de code, etc. Alors c'est pas que du code, c'est du compute. Par exemple, ce nouveau modèle Opus 4.5 est particulièrement puissant aussi pour faire tout ce qui est calcul. Genre je lui fournis tous mes tableau Excel et il faut qu'il me fasse des calculs, des diagrammes, des analyses, de savoir si mes business plans c'était cela et avec ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils vont devenir demain. Bref, tout ce qui est réflexion au sens faut que je lance des petits programmes, des petits calculs et aller choper de la donnée et analyser de la donnée et tout ça, pas forcément que du code, il est super balèze, ce fameux Opus 4.5 qui vient de sortir. Précision qui est très importante, ils ont réussi à nous sortir un modèle, Opus 4.5, qui est beaucoup plus balèze et qui consomme moins de tokens. Ça va beaucoup intéresser à ceux d'entre vous qui utilisent des modèles dans des automatisations, donc pas sur abonnement chez Anthropic, mais directement à l'usage en allant utiliser les modèles directement, voire à ceux qui intègrent des modèles comme ça dans leur logiciel d'édition de code. Voilà, dans votre logiciel d'édition de code, vous pouvez appeler une IA. On choisit le modèle.
Bon, bah là, le fait que ça consomme moins de tokens, ça veut dire que ça va coûter moins cher pour un résultat bien plus bluffant encore, là où Sonnet 4.5 était déjà très fort. Bref, ça n'arrête pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce monde de brut? Est-ce qu'il faut sauter sur chaque numéro 1 à chaque fois puis changer de crèmerie? C'est pas évident, hein, si on a des automatisations, tout ça. Ou est-ce qu'il faut se dire, bah, si je veux un généraliste qui sait à peu près tout faire et qui apporte pas mal de richesses fonctionnelles, ce sera OpenAI. C'est comme ça depuis 3 ans, ça continue comme ça, et ils nous sortent encore des dingueries, je vais vous en parler juste après, en termes de fonctionnalités chez OpenAI. Si on veut un modèle intelligent, intégré à l'écosystème Google, supérieur, pour à peu près tout, mais moins riche fonctionnellement, ou qu'on ait de la crèmerie Google, et ben Gemini vient de tout défoncer la semaine dernière. Et si on veut faire des tâches de compute, du code, de l'analyse de data, etc., ben Claude est notre ami. Certes, pendant un moment, on lui est passé devant, mais comme c'est ce qu'ils savent bien faire, depuis le début du boom de l'IA, Claude Anthropic est positionné là-dessus, ben du coup, chacun a poussé ses particularités. Donc en fonction des particularités, les amis, choisissez votre camp de base et allez tester ce fameux Claude 4.5, Claude Opus 4.5. Juste pour vous donner un petit exemple, parce que je ne résiste pas à ça, j'adore ça, j'ai un prompt assez classique que je fais régulièrement quand je leur demande de faire des choses de compute, qui est un prompt tout pourri. Ne faites pas des prompts comme ça. Mon prompt se résume à ça. Je souhaite que tu crées un jeu de la vie avec plein de réglages pertinents. J'ai aucune spécification, aucune précision. Débrouille-toi, t'es malin, tu sais coder, tu sais faire des trucs bluffants, bah vas-y, fais-le. J'ai rien spécifié, je lui dis même pas ce que c'est un jeu de la vie, tout ça, machin, etc. Et en quelques instants à peine, alors en ce moment il est un petit peu lent, hein, vous risquez d'avoir des trucs en vous disant je suis très occupé avec plein d'utilisateurs à relancer votre truc, voilà, il va vous faire essayer plusieurs fois. Bon, j'ai eu le problème, mais il vous fait un truc absolument bluffant. Pour ceux qui connaissent pas le jeu de la vie, il a tout fait tout seul, je n'ai fait que ça, aucune spécification supplémentaire. Il m'a fait un jeu de la vie avec plein de réglages, donc on peut dire remplis-moi une grille aléatoire. Voilà, tu fais jouer, tu sais, vous savez, c'est ça le jeu de la vie. Vous irez regarder sur internet, c'est assez passionnant, moi ça me fascine à chaque fois. Vous pouvez effacer le truc, vous pouvez mettre sur pause. Là, je vois qu'il m'a mis des petits motifs qui existent dans le jeu de la vie. On peut cliquer dessus. Ah, et directement, il m'a fait un truc où on sélectionne et on pose directement dans le jeu de la vie. Et puis on peut faire play après. Et puis il m'a fait des options. J'ai rien demandé, hein, j'ai rien demandé. Tiens, rajoute-moi des petites traînées pour que ça fasse joli. Ah ouais, on voit des traînées du Canon machin truc. On peut afficher la grille, on peut choisir des couleurs. Bah, il m'a mis un sélecteur de couleurs. Il m'a fait tout ça avec un prompt aussi basique que ce que j'ai pu faire en très peu de temps. Donc il est particulièrement puissant pour la compréhension, le codage, le développement, tout ça. Il est super. Je voulais vous partager un exemple, mais vous ferez les vôtres et vous vous rendrez compte qu'effectivement, ce Claude Opus 4.5 revient prendre sa place de leader de tout ce qui est IA, qui sait computer, qui sait coder. Voilà les amis, à vos tests. Alors les amis, je viens de vous en parler à l'instant, tous les géants éditeurs de modèles sont en train en ce moment de capitaliser sur leur force. Claude vient de sortir un modèle encore plus balèze pour faire du code et de l'analyse de data. Gemini vient de faire un truc qui est encore plus intelligence Google, encore plus intelligence écosystème Google. Et ChatGPT, qui a quand même reconnu que Gemini avait fait très très fort, Google avait fait très très fort avec Gemini 3. ChatGPT, c'est quoi sa force à lui? C'est les fonctionnalités. D'avoir une IA généraliste qui sait tout à peu près bien faire et plusieurs modèles qui s'autoroutent tout seuls et puis surtout plein de fonctionnalités, le mode projet, les GPTs, la mémoire vive, la mémoire morte, les instructions personnalisées, les styles, les tons, etc. Plein de petites fonctionnalités. ChatGPT, OpenAI continue son offensive, on va dire ça comme ça, avec deux grosses fonctionnalités qui sont sorties. Une première qu'on a testée en live ensemble, les amis, juste avant d'enregistrer cette revue d'actualité. Venez nous rejoindre en live, c'est tous les lundis midi, mercredi midi et vendredi midi sur les réseaux. On démarre sur ChatGPT, une conversation aussi classique que l'on souhaite. J'avais fait ça, je lui pose une question, mon ChatGPT, il me répond. Et puis, une fois qu'il m'a répondu, je me retrouve avec un lien, qui se trouve tout en haut à droite, qui est ajouter des utilisateurs humains. Quand je fais ça, ça m'extrait cette première conversation que j'ai eue en tête-à-tête avec ChatGPT, et ça me la met dans une autre conversation qui est rangée à ce moment-là dans un petit répertoire, une petite rubrique conversation de groupe, et ça m'a créé, dès le départ, si je remonte tout en haut, si j'arrive à choper le curseur, on va le voir. Ça, c'était ma conversation du début. Et ensuite, regardez, j'ai invité des gens, je leur ai partagé le lien et ils sont venus rejoindre la conversation. Et donc, ça me crée
un environnement un peu comme un WhatsApp, comme une messagerie de groupe, on est ensemble, les copains en live, on a fait ça, et on peut faire intervenir ChatGPT, soit en le promptant directement, et ChatGPT, dis-moi un truc, et il répond dans la conversation. On se retrouve donc à plusieurs avec un ChatGPT qui est dans notre conversation. C'est un banger, c'est un usage qu'on n'avait jamais vu jusqu'à maintenant, on est bien dans ChatGPT, mais on bosse avec des humains, et aussi avec une IA qu'on peut solliciter, qui parfois se réveille, qui parfois nous laisse discuter entre copains, entre collègues, à l'école pour poncer des devoirs, à l'entreprise pour essayer de faire des réunions avec notre petit ChatGPT qui est pas loin, qui va pas spoiler nos conversations personnelles, individuelles, on va dire, pas personnelles mais individuelles de chacun, qui va pas récupérer la mémoire de chacun pour répéter à tous vos collègues des trucs que vous avez dit dans l'intimité de ChatGPT. Bon, malgré tout, on peut poser des documents, on peut se partager des pièces, donc entre collègues, on fera attention à ce qu'on partage quand même. Parce que voilà, c'est sur les serveurs d'OpenAI, bien évidemment. En tout cas, cette fonctionnalité me semble absolument banger. C'est du jamais vu. Et c'est vrai que sur les petits tests qu'on fait, on trouve ça plutôt rigolo. Voilà, alors vous testerez tout ça. Il y a plein d'usages possibles. On peut se partager des fichiers. On peut solliciter ChatGPT dans notre conversation entre humains. C'est une première dinguerie. Je dis bien une première parce que ChatGPT OpenAI poursuit son offensive sur les fonctionnalités autour de l'IA. Ça fait un petit moment que je vous dis, il y a la bataille des modèles IA et aussi il y a la bataille des fonctionnalités, de l'intégration de l'IA dans d'autres choses, de l'intégration dans les outils d'IA en ligne, d'autres trucs. OpenAI vient de faire un pas dans le shopping également. Ça aussi, c'est à découvrir directement du côté de ChatGPT, une fonctionnalité shopping, recherche, comment ça s'appelle en français ? Recherche shopping. Je vais vous le faire comme ça, ce sera plus simple. Voilà, vous allez ouvrir une nouvelle conversation et vous vous rendrez compte qu'il y a une nouvelle option là dans le petit pullus où il y a tout un tas d'options. Parfois c'est des modèles, parfois c'est des builds, parfois c'est des fonctionnalités, parfois c'est il y a un peu de tout là, il y a à boire et à manger, mais vous en avez un nouveau, recherche shopping ici. Et dans recherche shopping, si vous l'activez, vous allez lui forcer à faire ça et vous pouvez lui dire trouve-moi un micro pour mes activités, s'il te plaît. Je vois pas pourquoi, parce qu'il marche très très bien mon micro après tout. Et quand vous allez faire ça, il va déclencher son nouveau mode recherche shopping. Est-ce que l'IA, ChatGPT en tout cas, est en train de devenir la porte d'accès universelle vers le web, y compris pour tout ce qui est e-commerce? Plus de recherche Google. ChatGPT va faire des recherches à notre place. Alors ça met un petit peu de temps et vous allez constater que d'abord, il va commencer par nous poser des questions en fonction de ce qu'on lui a demandé de faire, hein, bien sûr. Donc on peut dire, vas-y, moi j'ai un budget de malade pour des micros, tu veux faire du live streaming absolument, c'est plutôt USB, non XLR t'es mignon, voilà, il va vous poser des petites questions, micro-bureau classique, etc. Et ensuite, il va vous proposer des choses. Est-ce que t'aimes bien celui-là? Alors si vous dites non, il va vous dire parfois pourquoi non, parce que c'est trop cher, parce qu'il est trop cheap, parce qu'il est nul pour les fonctionnalités, en fait il essaye de s'orienter en vous posant des petites questions. Vous pouvez skipper tout ça. Et ensuite, skipper comme le kangourou, et ensuite il va vous pondre une analyse complète. Donc il va regarder tout ce qui se passe sur le web, donc index des différents outils. Moi j'ai qu'une hâte, c'est que Google nous sorte l'équivalent, parce que Google en termes de data, de produits, de shopping et de tout ça, ils sont très très puissants. Beaucoup plus que chez OpenAI. En tout cas, OpenAI se débrouille. Alors, ils nous ont fait des petits tests et des petits schémas. Vous pourrez aller regarder ça, mais vous pouvez aussi tout simplement le tester. Recherche shopping, c'est ça. Beaucoup disent que aux États-Unis, on va avoir à la fin le petit bouton acheter directement et avec ces IA agentiques comme sur ChatGPT qui vont procéder à l'achat de mon micro une fois que j'ai décidé à la fin. Certains disent que ça bouleverse encore plus le web marketing. Est-ce qu'un commerçant en ligne doit se référencer dans Google ou doit maintenant se référencer dans ChatGPT, dans Claude, dans machin, parce que les autres vont faire pareil? Je ne sais pas. Bref, c'est un nouvel usage de l'intelligence artificielle. Il n'est pas nouveau, il savait déjà nous faire des produits, mais là c'est vraiment un recherche shopping, c'est très orienté, avec toute une logique de vous aider dans votre shopping et à la fin de dire en fait c'est celui-là le meilleur, patati patata, faire une comparaison, il nous pond des tableaux, il a des liens vers tout le monde, etc. etc. Il nous explique comment il a fait, pourquoi il juge, en se servant aussi de la mémoire conversationnelle qu'on a avec notre ChatGPT. Renaud, je sais que tu fais des streams, donc il te faut un micro plutôt comme ça, machin, etc. Bref, recherche shopping, une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée du côté de chez OpenAI. Et ça aussi, découvrez-le. Ça en fait des nouveaux usages avec l'intelligence artificielle. Et l'année n'est pas finie. Enfin, celle-là, elle tombe à point quand même. Black Friday, Noël approche, faites du shopping avec l'IA.
Bon, vous testerez. Allez, dans la série des nouveaux modèles qui sont sortis, vous savez que c'est toujours la bataille dans ce domaine-là, il y en a un que j'aime beaucoup et que je vous incite vraiment à utiliser, qui vient de sortir une nouvelle version, qui est un banger. Malheureusement, elle arrive après un autre banger, et du coup, ça risque de passer sous les radars. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres arguments ? Il fait du super bon travail, mais de qui je parle ? Il est européen. Ah, européen ? Est-ce que ce serait pas nos copains de chez Black Forest ? Absolument. L'éditeur allemand Black Forest vient de lancer son Flux 2. Je sais jamais comment le dire. À l'allemande, on dit comment ? Flux ? Comment ils disent les Allemands ? Je ne sais pas. J'essaye de me caler, mais j'en sais rien. Flux 2 est donc sorti. Il est testable. Si vous allez sur le site de Black Forest, c'est bfl.ai. Il me semble. Donc vous allez trouver le playground pour jouer avec Flux 2. Alors vous pourrez bien sûr accéder aux anciens modèles, ils sont pas partis, mais il y a les nouveaux modèles de Flux 2 qui sont sortis, donc la version Pro, la version Flex. La version Flex est particulièrement balèze pour comprendre tout ce qui est typographie. Vous voyez, pour faire cette magnifique couverture de comics américains, voilà, de pas se gourer, de mettre en petit l'âge, de mettre en petit des trucs, de pas se gourer dans les lettres, avoir des vrais typos, avoir toute cette finesse, ouais, notamment typographique, ça c'est Flux 2 Flex. Et puis il y a Flux 2 Pro qui fait des images absolument merveilleuses, magnifiques. Alors ça a à la fois des capacités absolument créatives, dingues, dignes d'un Midjourney. Moi j'aime beaucoup Midjourney parce qu'il y a des trucs absolument créatifs, voilà, ce genre de trucs. Ils sont capables de faire ça, et ben Flux 2 aussi, ou comme ça. Et puis, ça mixe également, le Flux 2 Pro, c'est faire des images hyper réalistes. Bon, là, on ne distingue plus. Voilà, la réalité ou l'image générée par l'IA, sauf si ça paraît chelou, et ben on y croit, dur comme fer. Là, c'est carrément chelou. Là, pourquoi pas, etc., etc. Bref, ce Flux 2, et puis c'est un modèle européen. Alors, on va pas faire du chauvinisme, mais on va faire quand même du chauvinisme. Il est quand même, c'est important de le noter. Voilà, on a un partenaire européen un peu comme Mistral. Et d'ailleurs, je vous informe que ce fameux Flux 2 de chez Black Forest, eh bien, il utilise un double modèle. C'est-à-dire que c'est une des premières fois, en test, il avait déjà fait pas mal de fois, mais Flux 2 intègre un double modèle. C'est-à-dire qu'il y a un premier modèle de compréhension du langage qui va essayer de super bien comprendre votre prompt ou l'image que vous lui donnez en référence, d'en faire un prompt textuel. Vous voyez, donc exploiter ce qu'on lui donne ou ce qu'on lui demande en mode texte pour bien réfléchir, bien comprendre, avoir de la créativité, tout ça. Et ensuite, on a un modèle de chez Flux qui nous crée le visuel sur ces bases-là. Le premier modèle, texte, c'est celui de Mistral, le français de l'étape. Et c'est marrant quand on considère que dans le chat de Mistral, si vous lui demandez de générer une image, l'image qui est générée, elle n'est pas générée par Mistral, elle est générée par les modèles de Flux. Donc tout ça améliore l'un l'autre, une petite synergie européenne qui ne dit pas son nom. Moi, ça me fait bien plaisir, d'autant que l'outil est absolument merveilleux. Il est disponible aussi, alors il y a aussi des versions qui arrivent, qui seront récupérables, téléchargeables, donc en mode, je ne sais plus comment il s'appelle en allemand, Schnell, je crois que c'est Schnell. Pardon, donc bref, il y aura un modèle qui sera téléchargeable sur auto-hébergé. Vous pouvez récupérer le truc et puis l'installer sur une bécane. Il faudra une bécane un peu costaude, mais les plus petits modèles de chez Flux pourront tourner sur un PC de gamer avec une bonne carte graphique. Pour ceux d'au-dessus, il faudra un truc assez balèze. Et en tout cas, ce Flux 2, il est disponible sur les plateformes. Si vous voulez intégrer dans vos automatisations, dans vos outils, de la création d'images, de la retouche d'images, de l'ajout de texte à vos images, toutes les dingueries qu'on fait maintenant, digne d'un Nano Banana Pro, franchement, en créativité, en réalisme, en image, en tout, il est absolument bluffant, il se gourre pas du tout, il est super fort et il est disponible sur plein de plateformes, sur Hugging Face si vous voulez, sur Fall, sur Replicate, ici c'est sur Replicate où vous voyez qu'effectivement il fait un carton, le petit Flux 2 Pro. Vous pouvez le tester sur le site Replicate, replicate.com. Je l'aime beaucoup ce site parce que vous pouvez tester tous les modèles qui existent et qui sont branchables à quelque chose, donc c'est magnifique. Et en plus, vous pouvez les intégrer facilement en API, c'est-à-dire les intégrer à des outils. Donc à partir de maintenant, vous pouvez utiliser une solution européenne méga fiable, une des leaders parmi toutes les autres, Flux 2 Pro,
pour générer de l'image, créer de l'image, éditer de l'image, modifier des images, mettre toute votre référence de tête et avoir quelque chose qui va bien faire une image où on reconnaît votre tête, faire des LoRa, faire des styles, avoir le même style sur toutes les publications que vous publiez, etc. Tout ça, il sait le reconnaître, il est super fiable. On peut lui mettre jusqu'à 10 éléments de référence, lui dire tu prends la chemise qui est dans telle image, le pantalon qui est dans telle image, les godasses dans telle image, moi qui suis dans telle image, et tu me rhabilles pour l'hiver. Bref, on peut faire des tas de dingueries, c'est digne du Nano Banana Pro qui a totalement explosé le marché il y a quelques jours à peine. Eh bien, l'européen de l'étape, Flux 2 Pro, vient de sortir. Il faut le tester aussi parce qu'il est d'une fiabilité dingue et il est extrêmement performant. Je vous l'aurais bien poussé. Hein. Oui, mais ça mérite. Hein. Pas que pour Nano Banana. Il en faut aussi pour Flux 2. Testez-les au moins. Vous serez conquis. Tout ça, ça fait beaucoup d'intelligence artificielle et il y a aussi des bangers côté réseaux sociaux, les amis. Alors, je sais que je marche sur des œufs parce qu'à chaque fois que je vous parle de X, je sais pas pourquoi, ça déclenche les passions. Eh bien, ils viennent de sortir une nouvelle fonctionnalité qui elle-même a déclenché les passions. Alors, on va essayer d'en parler de façon apaisée, les amis. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait sur X ? X, un groupe Elon Musk, donc on va dire « Ah, Elon Musk, je sais ce que tu vas nous dire, il est trop libertariste, machin, je ne sais pas comment on dit. » Eh ben, c'est un peu de ça quand même. On va se l'assumer, les amis. Et en tout cas, X l'assume avec la sortie de About This Account. Avec mon accent anglais à la noix, vaut mieux que je vous l'écrive. Voilà l'annonce officielle qui date d'il y a quelques jours à peine, la fonctionnalité About This Account que vous voyez ici. Le principe est très très clair. Vous pouvez maintenant sur X vous rendre sur un profil et cliquer. Il y a trois petits points, vous cliquez dessus, menu déroulant, il y a un About This Account et quand vous cliquez dessus, vous avez des informations sur le compte. C'est tout. Ouais, ça a fait un tollé, un multi-tollé dans tous les sens. Parce que la logique de X dans ce genre de fonctionnalité, où en fait dans les réseaux sociaux globalement, c'est pour ça qu'il y a plein de points de friction, parce que c'est une mentalité très américaine, peut-être sûrement beaucoup moins européenne, et qu'il y a des questions de loi parmi tout ça. Mais le pari d'Elon Musk et de X, c'est de se dire, en fait, nous, on est une plateforme. Vous pouvez tout dire, on peut vous donner toutes les tas d'informations. Après, c'est du jugement, c'est de la discussion dont doit naître une vérité, puis chacun sa vérité. Bref, chacun pense ce qu'il veut, la Terre est plate, le machin, etc. Les complots, machin, c'est que dans la tête des gens, ça va se réguler tout seul. C'est la logique, je caricature grave, mais c'est la logique globale du réseau social X. Ce qui fait des petits soucis en Europe, par exemple, parce que nos lois, c'est pas les lois américaines. Sinon, on serait le même pays, et du coup, ça passe ou ça passe pas. Bon, c'est pas la même constitution, tout ça. Eh bien, même logique avec About This Account, où tout simplement X nous dit on va pouvoir savoir qui sont derrière les comptes. En tout cas, pas de trop de détails. Alors le problème c'est qu'à la sortie du truc, il y avait un peu trop de détails, ça se basait sur l'adresse IP des gens, ça pouvait être super précis. Donc c'était un peu too much. Donc en catastrophe, ils ont dit hop, dans le About This Account, on sait exactement où vous êtes, ça va pas le faire. Bon, c'était un peu moins dangereux que ça, mais ça a fait flipper tout le monde. Et ensuite, ils ont remis à jour le About This Account qui vous dit où vous habitez, dans quel pays notamment. Alors pour certains pays, X en tient compte, qui ont des restrictions sur les réseaux sociaux. Pour eux, il y a des petits paramétrages et ça peut préciser une grande région de pays pour pas dire lui il est dans un pays dans lequel c'est interdit d'utiliser X. Bon voilà, mais sinon ça vous dit quel pays, ça vous dit si vous avez changé de pseudo, si vous avez changé de username sur X, t'as changé X fois, t'as changé 42 fois, c'est un petit peu louche quand même. Voilà, et ça vous donne des informations. Et puis les amis, faites-en ce que vous voulez, ça doit s'auto-réguler. Alors on avait déjà les community notes qui étaient un petit peu dans cet esprit, c'est-à-dire quelqu'un dit un truc, c'est une grosse bêtise, t'as les community notes, tu peux ajouter un truc en disant non, disclaimer, ça c'est faux, j'ai sourcé le truc. Et puis les gens pouvaient dire c'est une bonne remarque, t'as raison, il a tort, et la démocratie à la Elon Musk se fait comme ça. Bon, nous ça nous convient pas parce que c'est pouvoir dire n'importe quoi, il y a des choses qu'on peut pas dire chez nous. Bon, vous connaissez le principe. About This Account, il a révélé immédiatement qu'il y avait plein de faux comptes sur X. Non, comme c'est étrange, oui, il y a plein de journalistes et d'autres, d'utilisateurs qui se sont dit, tiens, toutes ces paroles qui parlent des élections américaines, du président, de machin, des sujets touchy de par le monde, de la géostratégie, de la géopolitique, des gens qui se disent, moi je suis reporter sur place aux États-Unis, on voit leurs trucs et on se rend compte qu'ils sont dans un pays qui est pas forcément copain, ou qu'en fait le mec il a changé de pseudo 42 fois et qui va sur 12 000 comptes pour aller spammer, ou que ce compte qui a l'air d'être un truc d'information est un peu de la désinformation. Bref, on a de l'information sur les
compte, c'est About This Account, et c'est en train de secouer un peu X et le principe des réseaux sociaux. À mon avis, dans le bon sens, et puis pas dans le bon sens aussi. Enfin bref, je vous laisse juger avec tout ça, mais ça fait du bruit. Allez, les dernières petites actus de la fin de cette revue, les amis, avec une première chose qui est un modèle. Oh, bah encore un modèle d'intelligence. Non, mais il est tout petit. Oui, bon, bah, mais il est spécialisé. Oh, oui, bon, bah alors, t'as qu'à nous en parler. Je sais pas, c'est de qui? OpenAI, de Google? Non, de Microsoft. Microsoft, bah, c'est pas toutes les 4 matins qui nous sortent une IA, et ben c'est ce qu'ils viennent de faire, et une IA très très spécialisée. Alors ils nous précisent bien, et vous allez très vite comprendre pourquoi ils nous précisent ça, que c'est pour l'instant à l'étape de recherche. Utilisez-le uniquement dans des environnements contrôlés et fermés. Quoi ? Ça nous met la puce à l'oreille. Qu'est-ce que ça fait, ce petit Phara 7B? Parce que c'est son nom, voilà. 7B parce qu'il est tout petit, 7 milliards de paramètres, ça veut dire que c'est absolument installable sur un PC Copilot, par exemple. Du côté de chez Microsoft, puisque tout ça c'est du Microsoft, et il fait quoi, ce fameux Phara 7B qu'on peut mettre absolument partout et qui peut être utilisé très facilement, qui est aussi disponible en récupération et on peut le mettre dans nos intégrations de ce qu'on veut. C'est trop bien. Bon, il y a des licences particulières, mais c'est trop bien, on peut l'utiliser quand même à sa sauce. Phara, il est spécialiste du pilotage ergonomique, clavier-souris, de ce qui se passe sur un écran. Ah, c'est pas étonnant, vous comprenez le truc, que ce soit du Microsoft cette histoire. Quand on a dépensé de faire un OS, un Windows demain sur lequel on va pouvoir lever les mains du clavier et de la souris, aller boire un café et où une IA intégrée dedans va pouvoir faire ce que je fais, aller cliquer, bouger des trucs, bouger la souris ici, sélectionner des machins, remplir des formulaires et tout ça, et ben c'est exactement ce que fait Phara. Spécialiste de ça, le petit Phara 7B, il y a plein d'exemples où on lui dit, alors là on l'a mis dans un environnement Magentix UI qui a rien à voir, mais ce que vous devez comprendre c'est le modèle Phara 7B, de quoi il est capable, vous le promptez et il est capable de se dire tiens, pour faire ça veut dire qu'il faut que je scrolle, que j'identifie tel ou tel bouton, qu'ensuite j'aille cliquer sur le bouton, que ça amène à un truc, je comprends que c'est un formulaire, que là je remplisse un champ, voilà, l'action de faire des choses qui se voient sur votre écran, il sait faire. C'est à la fois regarder ce qui se passe sur un écran, ou sur un navigateur, ou sur un Magentix UI, enfin peu importe, regarder ce qui se passe dans des saisies d'images régulières, et puis décider, avec son petit modèle intelligent, mais petit, de bouger la souris ici, le clavier ici, d'activer telle touche ou tel copier-coller. C'est une aubaine aussi pour tous ceux qui cherchent à faire un petit peu de hacking automatisé. Voilà, d'aller remplir des formulaires de masse ou de répéter tout le temps la même action, d'aller mettre plein de commentaires tout seul sur des applications. Vous les connaissez ceux-là, on n'a pas le droit, vous allez vous faire avoir. Mais en l'occurrence, Phara 7B, il serait super utile pour automatiser tout un tas de petites dingueries qu'on peut faire que parce qu'on a des doigts et des yeux. Lui aussi, il a des doigts et des yeux. C'est Phara 7B et il augure peut-être, sûrement, une avancée parce qu'il est clairement plus performant que les autres du secteur. Il coûte très peu cher. Il est très peu gourmand en ressources et en plus il a été spécifiquement entraîné, c'est pour ça qu'il est super balèze, spécifiquement entraîné sur plein de parcours de curseurs de souris sur les claviers. Est-ce que les gens qui arrivent sur telle page ou sur tel truc, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils vont droit vers un icône? Est-ce qu'ils parcourent les icônes? Est-ce qu'ils cliquent d'abord là? Est-ce qu'ils font un clic droit? Est-ce qu'ils font machin, etc. Il a été entraîné sur plein de trucs qui se passent et du coup il est super balèze et super performant là-dessus. Je vous laisse augurer tout ce que ça peut avoir comme application, soit du côté de Microsoft dans leurs OS, soit vous dans vos côtés de vos applicatifs. Peut-être demain on aura plein d'applicatifs qui disent est-ce que tu veux que je le fasse toi-même sur le web, clic, pourquoi pas, ou des petits malins qui vont faire des automatismes avec des PC qui vont bosser tout seuls pendant que comptent leur argent sur les plages du Bahamas. Pourquoi? Je sais pas. En tout cas, ça s'appelle Phara 7B. Et la dernière info du jour, alors vous savez que j'aime bien les robots, j'aime bien terminer les revues d'actu par les robots. Bon, j'ai un petit problème, c'est que, comment ça s'appelle Étoile des Neiges, j'allais dire pas du tout. La Reine des Neiges, je pense être un des seuls humains sur la planète qui ne l'a pas vu, la Reine des Neiges. Pourquoi voulez-vous que je vous parle de la Reine des Neiges? Parce que ça, les amis. Parce que quoi? Montre-nous, Renaud. Montre-nous qui? Olaf.
Lui, vous le reconnaissez? On est dans les parcs Disney et on a un Olaf. Ah ouais, c'est de l'image de synthèse, c'est du VO3, c'est du VO2. Ah bah attends, ça c'est un spectacle, ça c'est du vrai, c'est des vrais gens. La Reine des Neiges, mon cœur amoureux. Non, c'est pas ça la chanson, mais sinon vous allez l'avoir en tête pendant des jours si je vous chante la vraie. Délivré, libéré, c'est bon, vous l'avez. Et bien il y a Olaf qui arrive sur scène. Olaf est un robot de chez Disney, partenariat avec Google DeepMind et partenariat avec Nvidia. Oui, les plus gros du secteur ont fait cette petite pas image de synthèse, pas marionnette, pas numérisation dans un dessin animé, non, vrai robot. Je vous laisse un petit peu la vidéo parce que ce robot, il est hyper expressif. Alors il y a eu toutes les équipes de créa de chez Disney qui ont dit, avec leur science, voilà comment on rend un personnage expressif. Les mouvements des brindilles-bras, les petites sautes de corps quand on marche, le fait qu'on ait une démarche assez chaloupée, le fait que quand on a un petit obstacle, on patauge un petit peu mais on se redresse comme ça, des yeux hyper expressifs, une bouche surtout hyper expressive. Parce que c'est pas juste un clapet, c'est plein de trucs. Les dessinateurs de chez Disney, oui, je l'ai bien dit, savent tout ça par cœur. Comment on fait, on comprend que le personnage est en train de douter, de s'interroger, de machin. Ils savent tout faire. Et ben ils se sont mis avec Google DeepMind qui a dit bah ça peut se comprendre, ça peut se piloter. Et les gens de Nvidia qui ont participé aussi à faire ce fameux robot qui a été hyper entraîné, c'est-à-dire c'est pas 12 000 mecs derrière un qui pilote le sourire super bien, un qui pilote l'œil gauche super bien, non, il y a un mec qui pilote le truc, et il a la voix aussi, voilà, et du coup il peut jouer avec des vrais acteurs, et il peut dire, bon bah voilà, là je vais vers, comment elle s'appelle, Elsa, je me gourre ou pas. Là, je vais vers là, boum, voilà. Et en fait, toute la démarche, les mimiques, les trucs qui peuvent se passer, tout ça est géré par une IA qui est dans ce robot qui est fabuleux. Alors, je sais, il n'est pas aussi impressionnant que les gros robots humanoïdes, mais il est impressionnant par sa qualité. Disney plus Nvidia plus Google DeepMind égale dinguerie. Alors, on n'arrête pas de dire que les robots, et je suis le premier à le dire, les robots sont là pour remplacer les humains dans les métiers de production, et les impacts sont fantastiques, ou dingos, ou effrayants, ou magnifiques, ça dépend de quel côté on se place. Là, on a peut-être un robot qui vient de créer de l'emploi, les amis, pour une fois, parce qu'il faut un mec pour le contrôler et que demain, les personnages Disney vont être pas étouffés dans des costumes, mais à piloter leur personnage, ou dans les films, pourquoi pas, on n'aura pas un personnage virtuel, mais un personnage avec un vrai acteur qui jouera Olaf, mais avec ses petites télécommandes et ses petites voix. Bref, le truc est assez bluffant, les vidéos sont en train de se répandre partout, vous verrez plein de gens qui vous disent c'est fake, c'est fait avec une IA générative de vidéos. Pas du tout, c'est un vrai robot et la technologie qui est derrière est fabuleuse. Je voulais vous le partager pour terminer cette petite revue d'actualité. Et voilà pour les actus du jour, les amis. Vous n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, bien entendu. Assurez-vous d'être bien abonné à cette chaîne, d'activer la petite cloche, la maudite petite cloche sans laquelle on loupe des informations sur le web, l'IA, le digital et la tech, ce serait bien dommage. Et pour discuter de tous ces sujets-là, vous avez les lives de Renaud Décode tous les lundis midi, mercredi midi, vendredi midi, et également le site web de l'émission renaud-décode.fr. Vous retrouverez toute la communauté, toutes les ressources, toutes les rubriques. Profitez-en, les amis, et profitez de toutes ces dingueries du web, du digital, de l'IA et de la tech sur Renaud Décode.